L'histoire se déroule essentiellement dans un monde où tout le monde naît avec des étoiles magiques et Fémicia est venue dans ce monde sans aucune étoile. Et dès que ses parents l'ont découvert, ils l'ont expulsée de la maison. Ses amis se sont retournés contre elle, lui lançant des pierres et la forçant à fuir jusqu'à ce qu'elle rencontre un Slim qui a complètement changé sa vie et elle l'a nommé Sora. Faire une référence à Yusuga no Sora. Je plaisante, c'est une référence à son bleu. Mais avant tout cela, l'histoire commence avec un homme qui sculpte un morceau de bois lorsqu'il entend un bébé pleurer. Excité, il court dans la maison et la femme de chambre lui annonce qu'ils ont eu une petite fille en très bonne santé. Sa femme demande alors à son mari quel sera le nom du bébé et celui-ci, très excité, répond que son nom sera Fémicia. Après un certain temps, nous voyons que Fémicia est beaucoup plus âgée et que son père travaillait dans leur maison. Elle lui apporte de la nourriture, puis ils s'assoient tous pour manger. En mangeant, Fémicia s'étouffe accidentellement avec son pain et son père crée rapidement de l'eau avec de la magie pour l'aider. Son frère lui dit de manger lentement, mais elle répond qu'elle grandit et que c'est pour cela qu'elle a besoin de manger beau. Plus tard, lorsqu'ils rentrent à la maison, leur mère les accueille avec le sourire et on se rend compte ici que Fémicia a une vie très agréable, mais que tout cela est sur le point de changer. Lors des tâches normales, son frère la taquine en lui disant qu'elle devrait apprendre à utiliser quelques techniques de magie de base et sa mère la défend en lui disant qu'elle apprendra à son rythme. Maintenant, tout le monde est assis ensemble pour un joyeux repas de famille. Et plus tard, tout en jouant avec ses jouets, elle dit joyeusement que son anniversaire approche. Et son père dit qu'elle recevra un don spécial qui dans ce cas est sa capacité. Et alors qu'ils discutent en famille, quelqu'un frappe à leur porte. Celle qui appelle est Madame Luba de leur village. Elle a le pouvoir de voyante et dit qu'elle est venue souhaiter du bonheur à Fémicia pour son anniversaire. Sa mère l'accueille chez elle et la voyante se souvient de sa visite à Fémicia alors qu'elle n'avait que 2 ans. À ce moment-là, la voyante s'est rendue compte que Fémicia avait des souvenirs de sa vie passée et Luba lui a demandé de n'en parler à personne car cela ne ferait que causer des problèmes. Maintenant, après avoir jeté un petit coup d'œil à l'avenir de Fémicia, la voyante dit qu'elle aura une bonne capacité et dit au revoir en disant qu'elle a déjà fait son travail, alors elle va. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle regarde en arrière avec inquiétude. Et puis, le grand jour arrive enfin. Eve a finalement eu 5 ans et elle allait désormais à l'église avec ses parents. Là, le prêtre a dit qu'aujourd'hui elle recevrait son pouvoir magique. Il lui demande de venir toucher l'eau bénite. Après avoir fait cela, elle s'éloigne et le prêtre prononce quelques mots magiques pour former une bulle d'eau à travers laquelle il reçoit un message divin. Il dit ensuite que la fille a la compétence de dompteur, la seule compétence qui permet à un humain d'interagir avec le monstre. Les parents de Fémicia sont ravis, mais lorsque le prêtre vérifie le nombre d'étoiles de sa compétence, il est choqué de voir qu'elle n'a reçu aucune étoile. Le prêtre est outré par cela et le père de Fémicia dit qu'il doit y avoir une erreur, mais le prêtre dit qu'un message divin ne peut jamais être faux. À la maison, le père de Fémicia est très furieux à ce sujet. Il boit et crie, disant que tout le monde dans sa famille a des étoiles sauf elle. Sa femme essaie de le calmer, mais il est tellement furieux qu'il casse les jouets préférés de Fémicia, cassant même celui qu'il avait fabriqué pour elle. Il demande à sa femme si Fémicia est vraiment sa fille et cela la fait pleurer. Et quand Fémicia essaie de la réconforter, son frère aîné lui saisit fermement la main et la repousse. Elle appelle sa sœur aînée, mais elle est dégoûtée et l'ignore. Son frère la jette hors de la maison et lui ordonne de disparaître. Et c'est exactement ce qu'elle fait, mais le tourment ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle fut dehors, tout le monde dans le village découvrit sa basse position et commença à la critiquer durement. Les enfants ont commencé à lui jeter des pierres, la faisant saigner abondamment et la forçant à courir. Alors qu'elle s'arrête, elle voit les villageois l'entourer avec des regards et elle s'enfuit du village et se demande ce qu'elle a fait pour être autant détestée. Elle arrive alors à la conclusion qu'elle ne peut plus rentrer chez elle et se met à pleurer. Seule, elle marche pendant des heures dans la forêt pendant qu'il pleut. Et finalement, elle trouve une grotte et entre à l'intérieur pour rester au sec. Et comme il fait froid, elle essaie d'allumer un feu en utilisant sa magie du feu. Mais elle échoue et après de nombreuses tentatives, sa vision devient floue et elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, elle voit une femme âgée assise à proximité. Heureusement, c'est Luba. Et elle révèle à la petite fille que sa prédiction montrait que cela lui arriverait. Elle donne ensuite de la soupe à la petite fille et Fémicia la mange joyeusement. Plus tard, la vieille Luba s'assoit avec Fémicia et lui tend un sac magique et en disant que ces objets, désormais, sont les siens. Et ils seront très utiles à partir de maintenant. La vieille Luba commence alors à prendre soin d'Ivy comme si elle était sa propre fille, lui apprendre le monde, lui apprendre à lire, à écrire et à survivre. Au fil du temps, Fémicia commence à lui faire confiance et à la considérer comme sa nouvelle famille. Mais un jour, alors que la vieille Luba part au village, elle ne revient jamais. Et cela inquiète Fémicia, qui décide d'aller au village pour découvrir ce qui s'est passé. À son arrivée, le cœur de Fémicia se brise lorsqu'elle entend les gens dire que la vieille Luba est morte. Et pour rendre sa situation encore pire, elle est témoin des faits et gestes de son père. Dire au chef du village que sa propre fille doit être tuée. Parce que le fait qu'elle n'ait pas d'étoile signifie qu'elle maudit tout le monde autour d'elle. Ils vont même jusqu'à dire que le vieux Luba est mort à cause de Fémicia. Et cette cruelle trahison venant de sa propre famille détruit complètement l'esprit de Fémicia. Dans son esprit, elle imagine sa mère dire qu'il aurait été préférable qu'elle ne soit jamais née. Peu de temps après, le chef du village rassemble tous les habitants et les encourage à traquer et à tuer la pauvre fille, déclarant que tant que Fémicia sera en vie, ils seront tous maudits. Désespérée, Fémicia s'enfuit pour sauver sa vie. Se sentant complètement trahie par son propre peuple, elle court sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit sûr dans la forêt. Pour se protéger, elle improvise des alarmes à l'aide de casseroles et de poêles, s'assurer que toute approche soit détectée. Puis elle sort un sac magique qu'elle cachait et garder tous les ustensiles de cuisine à l'intérieur. Elle met également d'autres objets importants dans son sac, y compris quelques potions. Maintenant que tout est prêt, elle se prépare à affronter sa nouvelle vie pleine de défis. Se dire qu'elle n'est pas désirée et rejetée. Le lendemain, alors qu'elle explore les
environ, elle découvre une décharge et commence à chercher des objets utiles. Lors de la fouille, elle sort un sac et sans le vouloir, il finit par laisser tomber plusieurs armes sur le sol. Heureusement, aucun d'entre eux ne lui a fait de mal. Et tandis que vous regardez à l'intérieur du sac, votre cœur se remplit d'espoir lorsque vous trouvez des vêtements, une potion de guérison et une carte. Et pendant que vous continuez à organiser les objets à l'intérieur du sac, elle entend des voix s'approcher. Quelques hommes apparaissent et ils envoient les Slims pour nettoyer les poubelles et se rendre compte qu'ils la recherchent. La famille s'enfuit aussi vite qu'elle le peut. Et pendant qu'il est caché, votre cœur s'emballe lorsque vous entendez qu'il y a une récompense pour votre capture, qu'il soit vivant ou mort. Elle se rend compte qu'elle n'aura pas la paix tant qu'elle ne sera pas loin de ces gens. Alors elle s'enfuit à nouveau et passe la nuit sous un arbre. Le lendemain matin, en traversant une zone marécageuse, un vent fort souffle, lui faisant presque perdre l'équilibre, jusqu'à ce que soudain, elle sente quelque chose de collant sur sa jambe. Et quand elle baisse les yeux, elle remarque que des Slims sont collés à elle. Et avant qu'elle ne puisse réagir, d'autres Slims apparaissent et commencent à l'attaquer. La famille court pour lui sauver la vie, mais les Slims continuent de la poursuivre. Elle court aussi vite qu'elle peut, mais il finit par glisser et rouler en bas de la colline. Au milieu de la chute, elle s'agrippe à une branche d'arbre qui malheureusement ne peut pas supporter le poids et se casse, la faisant chuter encore plus bas. Lors de l'impact, elle se blesse, mais il s'empare rapidement d'une potion de soin et soigne ses blessures. Quand elle se lève, elle trouve un beau lac devant elle. L'eau est cristalline et semble parfaite pour une belle baignade. Sans réfléchir à deux fois, elle enlève ses vêtements et plonge dans l'eau glacée. Le sentiment pour elle finit par être incroyable. L'eau froide détend votre corps et votre esprit. Et après le bain, elle s'assoit au bord du lac et prend une décision importante. La décision qu'elle veut vivre sa vie au maximum. Désormais, déterminée à survivre, elle décide de changer d'apparence. Elle prend un rasoir et coupe ses cheveux, les laissant courts. Elle décide également d'adopter un look masculin. Après tout, voyager seule en tant que fille sans défense peut être très dangereux. Dans son sac, elle trouve des vêtements pour hommes et les enfile rapidement. Et maintenant, avec sa nouvelle identité formée, elle décide de changer son nom en elle. Un nom inspiré par la plante qui pousse et s'adapte même dans les pires conditions. Le lendemain, pendant son voyage, Eve entend un bruit provenant d'un champ vert. Curieuse, elle s'approche et en regardant parmi les plantes, elle trouve un très mignon petit Slim caché. Intéressée, elle ouvre son livre pour en apprendre davantage sur la créature. Et le livre l'informe qu'il s'agit d'un Slim sans nom et que c'est le Slim le plus faible qui existe. Elle regarde ensuite le petit Slim et dit au petit qu'il est le plus faible de son espèce, tout comme elle. Et tandis qu'il réfléchissait à un nom pour le Slim, un vent fort souffle et le petit Slim finit par rouler par terre. Après réflexion, Eve décide de nommer le Slim Sora et en voyant à quel point il est fragile et qu'il ne peut même pas bouger tout seul, elle jette un œil au livre et découvre que Sora est si faible qu'un simple contact peut le faire disparaître. Inquiète, elle se demande si le ramasser pourrait le faire disparaître. Puis, très prudemment, elle retourne Sora et se remet à lire. Le livre dit ensuite que ce type de Slim a une durée de vie de moins d'un jour et le livre ne contient pas non plus beaucoup d'informations à ce sujet. Soudain, une grande rafale de vent emporte Sora encore plus loin. Eve, effrayée, court à son secours et l'empêche de tomber dans la rivière juste à temps. Elle réfléchit à la façon dont elle peut protéger cette jolie petite créature, disant que même si sa durée de vie n'est que d'un jour, elle veut rester aux côtés de Sora jusque-là. Quand la nuit tombe, elle décide de rester éveillée pour s'assurer qu'il reste en. Elle parle à Sora, lui racontant toute son histoire et disant même qu'elle a des souvenirs de sa vie passée. Elle parle toute la nuit et le matin, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle s'est endormie. Elle cherche Sora et s'énerve, pensant qu'il est parti. Son visage se remplit de larmes et elle se sent à nouveau seule. Cependant, même ainsi, elle décide qu'elle doit continuer à marcher et cherche sa carte pour avancer. Cependant, lorsqu'elle l'ouvre, Sora quitte la carte. Elle se sent heureuse et soulagée que Sora ait survécu et c'est plus que la preuve que le livre avait tort. Elle regarde ensuite le livre et décide d'apprendre à apprivoiser Sora. Dans le livre, il est dit qu'elle doit injecter son mana dans la créature, puis lui donner un nom. Puis, elle s'approche et touche la tête du Slim. Il commence à briller, montrant qu'elle le fait correctement. Et le nom, heureusement, elle l'a déjà décidé. Et dès qu'elle l'appelle Sora, un cristal bleu apparaît sur sa tête, prouvant qu'elle l'a apprivoisé. Après avoir été apprivoisée, Sora saute vers elle et elle le tient, disant qu'il est son premier ami. Le lendemain, elle pose un piège et parvient à capturer une souris des montagnes. Elle prépare soigneusement la souris, l'enveloppe dans une feuille de bananier et la place dans son sac, puis elle invite Sora à faire un grand festin avec elle ce soir. Elle vérifie sur la carte le chemin vers la capitale royale, mais il n'y est pas inquiet. Elle décide alors de se rendre d'abord dans un village voisin, espérant y trouver une meilleure carte. Soudain, une rafale de vent envoie Sora voler, mais Eve le rattrape juste à temps. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle met rapidement Sora dans son sac et commence à courir. Elle grimpe sur une branche d'arbre et voit une horde de fourmis mortelles s'approcher. Lorsqu'il passe, Eve se sent soulagée et emmène Sora dehors. Et à ce moment-là, elle est surprise de découvrir que Sora est un peu plus grand et plus lourd. À ce moment-là, elle se rend compte que lors de sa fuite, elle s'est coupé le visage sur une branche. Elle place ensuite Sora sur le sol et cherche une potion bleue pour soigner ses blessures. Et comme les potions sont périmées, une seule ne suffit pas. Elle les utilise donc tous et en cherche d'autres, mais n'en trouve aucun. Elle dit à Sora qu'elle a dû en perdre en chemin en courant. Alors, elle continue son voyage et près de la ville la plus proche, elle voit une affiche de recherche avec une grosse prime sur sa tête. Elle déchire l'affiche, mais elle voit ensuite d'autres affiches éparpillées et continue de les déchirer tout au long du chemin. Lorsqu'elle arrive au village, Eve remarque que tout le monde utilise la magie, même pour les tâches les plus simples. Elle continue à marcher et voit une boucherie. L'idée de vendre une souris des montagnes lui traverse alors l'esprit, mais la peur d'être identifiée lui donne envie de partir. Cependant, le propriétaire la remarque et l'arrête. Il demande ce qui ne va pas, pourquoi elle le regarde autant. Et elle dit qu'elle est là pour vendre sa viande. Et en inspectant sa chair, il dit que sa chair est très fraîche, révélant qu'il a une capacité olfactive 2 étoiles. Elle lui donne toute la viande
qu'elle a attrapé. Et il promet de lui donner 100 pièces pour chaque souris des montagnes qu'elle ramène. Après avoir récupéré de l'argent, Eve se rend à la boulangerie car elle a très faim. Une dame sort rapidement et lui demande ce qu'il veut acheter. Eve commence à choisir le pain et la dame dit que chaque pain vaut 20 pièces. Eve lui tend alors l'argent et complimente le pain de la dame, disant qu'il a l'air délicieux. La dame l'appelle un drôle de garçon et après avoir reçu son pain, Eve s'en va rapidement. Elle s'assoit dans un arbre avec Sora, partage son pain avec lui et commence à manger. Mais quand elle regarde Sora, elle se rend compte qu'il ne veut pas manger ce pain. Le lendemain, il retourne dans la forêt pour chasser les souris de montagne. À ce stade, Eve repère une décharge et y trouve d'autres potions de guérison. Et évidemment, la plupart d'entre eux sont périmés. Ensuite, elle commence à sélectionner ce qu'elle peut utiliser. Sora reste là à regarder. Et quand Eve met les potions bleues de côté, Sora les absorbe rapidement. Eve lui donne donc des déchets à jeter, mais Sora refuse. Elle lui donne ensuite une potion bleue et Sora l'absorbe rapidement. Quand elle lui donne une potion rouge, Sora la refuse. Et Eve commence à découvrir les habitudes alimentaires de Sora. Plus tard, Eve se rend à la boucherie pour vendre ses rats des montagnes. Ensuite, elle achète d'autres types de pain et s'amuse dans l'eau. Plus tard, elle donne à Sora une potion bleue pendant qu'elle mange son pain. Et le lendemain, en se promenant dans le village, Eve aperçoit des aventuriers et réalise que ce sont eux qui la recherchent. Elle a un peu peur, mais ils ne la reconnaissent pas et demandent ce qu'elle a dans son sac magique. Elle s'enfuit rapidement et les aventuriers rient, la traitant de petit garçon d'effrayé. Alors qu'elle court, le boucher l'arrête et lui demande si elle a attrapé des mulots. Elle dit qu'elle n'en a encore attrapé aucun. Mais ensuite, elle remarque à nouveau la fiche de recherche et cela l'effraie au point qu'elle s'enfuit rapidement, promettant de revenir plus tard. Elle arrive ensuite à la boulangerie et le propriétaire dit qu'elle a fait son pain préféré aujourd'hui. Mais Eve y voit également son avis de recherche et s'enfuit, ignorant même le pain gratuit que lui a offert le propriétaire de la boulangerie. Maintenant, nous voyons Eve assise sur une branche d'arbre et elle pleure beaucoup. Elle prend Sora dans ses bras et lui demande s'il pense qu'elle a besoin d'un endroit où elle peut vivre en paix. Elle serre Sora dans ses bras et la nuit tombe enfin. Alors le lendemain, alors qu'il se promène dans la forêt, Eve arrive à la conclusion qu'elle devrait bientôt quitter ce village car les affiches de recherche sont partout. À ce moment-là, elle regarde devant elle et voit deux chemins. Elle consulte la carte et réfléchit à la direction à prendre. Et soudain, Sora commence à trembler et Eve se rend compte que Sora a faim. Elle répond en disant qu'elle aussi a faim et promet de trouver quelque chose en marchant. Plus loin, elle aperçoit une rivière et décide de remplir sa bouteille d'eau. À proximité, elle voit un arbre plein de fruits et dit au petit Sora qu'il devrait essayer de manger quelque chose de nouveau. Elle commence alors à s'approcher de l'arbre, mais Sora, pour une raison quelconque, semble effrayé et Eve comprend bientôt pourquoi. Cet arbre devant elle est un monstre qui en la voyant recrache les humains qui l'avalaient. Effrayée, Eve attrape Sora et court pour sauver sa vie. Et quand ils atteignent un endroit sûr, Eve se rend compte que sa main est gravement blessée. Elle se sent étourdie et se rend compte qu'elle n'a plus de potions car Sora les a toutes dévorées. Sora saute alors sur son bras et commence à se nourrir de son sang. Elle regarde Sora et en arrive à la conclusion que puisqu'il est un monstre, il pourrait aussi bien manger des humains. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le fait qu'elle meure en nourrissant Sora n'est pas une mauvaise chose. Eve tombe alors inconsciente et lorsqu'elle se réveille, le ciel est déjà complètement noir. Et elle se rend compte que Sora ne la mangeait pas, mais guérissait plutôt ses blessures. Mais à la fin, elle arrive à la conclusion que même si elle était morte ou si Sora l'avait mangée, cela n'aurait pas d'importance car elle n'est qu'un enfant non désiré. Le lendemain matin, Sora se réveille en sautant autour d'elle. Eve le tient et se rend compte que sa blessure est maintenant complètement guérie. Elle remercie Sora de l'avoir sauvée. Et cette fois, Sora fait quelques sons et Eve s'excite, disant que Sora parle pour la première fois. Elle le tient joyeusement en l'air en disant que tout ce que Sora peut dire, c'est caca. Elle devient à nouveau émotive et dit au petit Slim qu'elle n'a personne d'autre que lui. Le lendemain, au petit matin, Sora commence à dire caca sans arrêt, agissant exactement comme un réveil. Après son réveil, elle dit à Sora qu'ils continueront leur voyage. Mais avant cela, ils s'assoient pour manger un repas. Eve mange des fruits, tandis que Sora consomme des potions. Soudain, Eve remarque que Sora saute et bouge, et cela la surprend car il semble maintenant beaucoup plus résistant. Et pendant qu'Eve réfléchit et mange, Sora commence à faire des bruits, montrant qu'il a toujours faim. Alors ils vont tous les deux à la décharge. Et d'abord, Eve trouve des vêtements dans une boîte. Puis elle trouve des fioles de potions périmées. Elle donne ensuite une potion bleue à Sora, qui la mange rapidement. Eve essaie de donner d'autres potions à Sora, mais il refuse. Cependant, quand Eve mélange les potions et les propose à nouveau, Sora les mange. Après cela, ils continuent leur voyage, Sora apparaissant plus fort et plus joueur. Soudain, Eve voit des baies et court les cueillir. Elle essaie d'en donner à Sora, mais le Slim fait une grimace, ne voulant pas en manger. Eve cueille les baies et plus tard, ils s'assoient ensemble pour manger. Et quand Eve est sur le point de manger, Sora a déjà rapidement terminé son repas. Alors Eve lui donne plus à manger. Et quand elle voit que Sora mange trop, Eve commence à s'inquiéter. Elle essaie de donner plus de potions à Sora, mais il les mange tout en quelques secondes. Alors, elle décide de raconter une histoire avant de dormir. Parce que s'il dort, il cessera d'utiliser son énergie et continuera à demander plus de nourriture. Maintenant, assise dans un arbre, elle commence à raconter une histoire qu'elle a entendue quand elle était plus jeune. L'histoire où il y a eu une guerre mondiale. À l'époque, le roi réunit des magiciens pour faire des prédictions sur la façon dont la guerre se terminerait. Et l'avenir a révélé la fin du monde à cause de la guerre. Ils ont donc utilisé une puissante magie pour protéger le monde. Cependant, personne ne sait encore de quelle magie il s'agissait. Dans l'histoire, il était simplement dit qu'un enfant d'un autre monde viendrait l'utiliser. Et au milieu de l'histoire, ils s'endorment tous les deux. Le matin, Sora réveille à nouveau Eve, faisant office de réveil. Mais Eve touche rapidement sa tête. Lorsqu'elle vérifie son sac, elle crie sur Sora parce qu'il a mangé toutes les potions. Plus tard, ils captureront à nouveau les rats des montagnes. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, ils se rendent compte qu'au lieu de rats, il y a un serpent piégé. Eve pense qu'elle pourrait peut-être le vendre aussi, mais elle a peur de s'approcher. Ensuite, elle prend un tissu
tissu de son sac, prend le serpent et l'attache avec une corde. Et tandis qu'elle marche vers la ville suivante, Eve sent une odeur étrange dans l'air. Sora a également l'air effrayé. Eve suit alors l'odeur et découvre un cheval mort gisant sur le sol. Alors qu'elle s'approche, elle trouve également de nombreux morts. Elle est tellement effrayée qu'elle s'enfuit, tenant toujours le serpent qu'elle a capturé. Elle continue de courir jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit éloigné. Et quand elle voit une ville voisine, elle y entre rapidement en pensant qu'elle doit en parler à quelqu'un. Elle aperçoit la guilde et décide d'entrer. Les gens à la réception la regardent et lui demandent ce qu'il y a dans son sac. Eve révèle qu'elle a un serpent. Un homme lui dit alors de prendre le serpent pour le vendre à un apothicaire. Elle mentionne ensuite qu'elle a trouvé des cadavres le long du chemin. La réceptionniste lui demande alors de s'approcher et de donner plus de détails. Et tandis qu'elle l'explique, un homme s'approche et lui demande l'endroit exact. Eve leur raconte tout, en leur disant que c'était très proche de la ville. Il demande ensuite aux autres aventuriers de sortir et d'enquêter. Et avant de partir, il dit à Eve que si l'information est vraie, elle recevra une bonne récompense. La réceptionniste lui remet un document et lui demande de revenir plus tard pour récupérer sa récompense. Après cela, Eve se rend chez un apothicaire pour vendre le serpent. L'homme l'examine et dit que c'est un serpent rare. Il propose 3 devises différentes pour ce cas. Eve fait alors son calcul mental et se rend compte que ces différentes pièces valent la même chose que 30 rats capturés. L'homme lui donne l'argent et dit que si elle peut trouver plus de serpents de ce type, elle devrait les amener ici et il les achètera tous. Elle part avec l'argent et dit joyeusement à Sora qu'il devrait acheter de la nourriture. Plus tard, Eve se rend à la zone d'élimination et est ravie de voir plusieurs sacs magiques. Pendant ce temps, Sora trouve des potions bleues et les consomme rapidement. Eve commence à réfléchir à la façon de transporter autant de sacs magiques. Elle essaie d'en mettre un dans un sac bleu et ça rentre. Mais lorsqu'elle essaie de faire la même chose avec un sac marron, elle se rend compte que cela ne fonctionne pas. Elle commence à tester quels sacs peuvent contenir d'autres sacs. Et après un certain temps, elle découvre que certains peuvent en porter 2 ou 3, tandis que d'autres n'en peuvent porter aucun. Elle apprend tout le concept du rangement du sac magique et est heureuse de l'avoir découvert. Ensuite, elle et Sora se dirigent vers la ville. En chemin, Eve tente de passer inaperçue auprès des personnes qui la connaissent. Mais un chevalier de Gilda la voit et dit que les informations données par le petit garçon étaient correctes. Il dit que les monstres ont tué plusieurs aventuriers. Ainsi, les aventuriers de niveau supérieur ont été envoyés pour les traquer. Avant de partir, il demande à Eve d'aller chercher sa récompense pour l'information. Alors, quand elle arrive auprès de Gilda, elle lui remet le document qu'elle avait reçu plus tôt. Et Eve commence à sortir des sacs de ses sacs, surprenant la réceptionniste, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le document et le lui remette. Et enfin, elle reçoit une tablette d'argent en récompense. Eve commence à faire les calculs, et elle se rend compte qu'un comprimé de cela équivaut à 50 rats démontables. La réceptionniste vous donne également 2 pièces d'or. Et Eve est très heureuse d'avoir gagné autant d'argent. Elle prend tout l'argent et alors qu'elle s'apprête à partir, la réceptionniste l'arrête et lui demande de récupérer ses sacs. Quand elle marche dans la rue, les gens commencent à se moquer d'elle. Et Eve se rend compte que c'est à cause de ses sacs. Quand la nuit tombe, Eve mange son repas et donne une potion à Sora. Elle regarde ensuite la carte pour continuer son voyage. Et il s'allonge, disant à Sora que c'est très amusant de voyager avec lui. Le lendemain, Eve est bouleversée de voir que son piège a été brisé. Elle se rend compte qu'à ce rythme-là, elle ne pourra pas gagner d'argent. Ensuite, elle vérifie son sac à main pour voir combien d'argent il lui reste. Sora saute soudainement vers quelque chose. Et Eve court après lui. Puis, en retrouvant Sora, elle se rend compte que Sora a découvert un monstre magique complètement blessé. Eve regarde dans son livre et se rend compte que ce monstre va mourir. Elle fait alors une grimace au monstre, disant qu'il doit avoir peur. Elle dit qu'elle avait également peur lorsqu'elle était sur le point de mourir. Sora se sent mal pour le monstre. Ensuite, il saute et le couvre, guérissant complètement toutes ses blessures au fil du temps. Eve est impressionnée par cela, et elle attend patiemment que Sora ait fini de guérir ce monstre. Une fois son travail terminé, Sora saute à nouveau dans la main d'Eve. Cependant, à ce moment-là, un énorme monstre se lève et s'approche d'elle. Elle est effrayée à l'idée que le monstre puisse attaquer. Mais au lieu de cela, la créature lui montre de l'affection, comme s'il la remerciait de l'avoir guéri. Eve fait alors une grimace au monstre, disant qu'il est très mignon, alors que Sora dit juste caca comme d'habitude. Ensuite, alors qu'il se promène dans la forêt, Eve se rend compte qu'elle a un ami de plus. Elle sourit et dit qu'elle devrait au moins donner un nom à un de ses nouveaux amis. Et après avoir réfléchi un peu, elle décide de nommer son nouvel ami Ciel. Que signifie ciel dans une autre langue? Elle se présente ensuite en disant que son nom était, et dit que son petit Slim s'appelle Sora. Et tandis qu'il marche, Eve sent la présence de personnes à proximité, et dit à Sora de rentrer dans le sac, alors que Ciel se cache simplement dans les buissons. Plus tard, Eve arrive à la porte de la nouvelle ville. Elle regarde le garde de la ville, qui a l'air effrayant. À ce moment-là, un homme apparaît et passe devant elle, lui demandant de ne jouer de tour à personne. Et Sora, pour une raison quelconque, réagit en ayant peur de cet homme. Alors que l'homme s'apprête à entrer, le garde l'arrête, et demande ce qu'il est venu faire dans cette ville. L'homme répond qu'un de ses amis vit là-bas. Le garde devient méfiant, et demande lui quel est le nom de cet ami. Mais l'étrange visiteur ne sait pas quel nom prononcer. Puis le garde le pousse contre le mur et coupe son sac. Le contenu qu'il charge diminue rapidement. Et dans un petit sac magique que le garde déchire, il trouve de l'alcool à l'intérieur. Il attrape ensuite l'homme et lui dit qu'il essaie de vendre de l'alcool illégalement dans cette ville. À ce moment-là, un autre garde arrive, lui demandant de ne pas traiter ce criminel avec autant de violence. Et puis il l'emmène dans la cellule de la prison. Eve, après avoir observé tout l'incident, demande à Sora s'il savait qu'il était un homme mort. Et Sora répond en disant caca. C'est maintenant au tour d'Eve de franchir la porte. Mais elle a très peur du garde. Mais si elle s'enfuit maintenant, elle paraîtra beaucoup plus suspecte. Elle marche donc avec hésitation et le garde l'arrête. Quand elle se retourne, le garde l'inspecte avec ses yeux effrayants. Mais à ce moment-là, un insecte se pose sur son épaule. Le garde lui demande ce qui ne va pas. Et elle dit qu'elle a un insecte sur l'épaule. Le garde effraie alors l'insecte et la remercie.
merci. Puis, alors qu'Eve est sur le point de partir, le garde lui demande à quel village elle appartient. Alors, elle répond sincèrement en disant qu'elle est de Villalato. Le garde répond alors qu'il a entendu dire que les choses sont difficiles dans ce village. Il ajoute ensuite qu'il est désormais arrivé à un bon endroit et que les choses vont s'améliorer maintenant. Cela dit, il laisse entrer celui qu'il croit être un petit garçon. Et en entrant, elle est surprise par la taille de la ville. Elle court vers la boucherie et demande à la dame si elle veut acheter les rats des montagnes qu'elle a attrapés. La dame répond oui, mais demande également à Eve de faire attention aux monstres de la forêt. Après avoir vendu ce qu'elle a, Eve demande à la dame de la viande toute. Après cela, elle s'éloigne en réfléchissant à l'endroit où elle devrait rester. Elle aperçoit alors un grand espace ouvert où se rassemblent les aventuriers. Mais quand elle voit le garde effrayant, elle hésite. Mais il continue à marcher dans sa direction. Le gardien lui pose quelques questions et lui dit qu'elle peut se sentir libre dans cette zone. Il vous donne un laissez-passer en bois pour entrer et, en entrant, elle ouvre rapidement un tissu et s'allonge. Elle regarde autour d'elle et remarque que tout le monde a une tente. Elle dit ensuite à Sora que s'ils avaient aussi une tente, elle pourrait le laisser sortir. Elle décide alors de se diriger vers le marché pour acheter un stand. Et alors qu'elle se demande lequel acheter, le garde de tout à l'heure apparaît et l'effraie. Elle commence presque à pleurer. Et puis l'autre garde gronde son ami, lui disant de ne pas effrayer les enfants comme ça. Et le garde, qui gardait la porte, se présente alors en disant que son nom est Octo. Elle se présente comme Ivy. Alors, Octo lui demande de l'aider à acheter sa tente. Ivy est un peu hésitante. Mais le garde, nommé Verivra, l'informe qu'Octo n'est pas un méchant. Ensemble, ils entrent dans une boutique appartenant à un monsieur âgé. Et Octo dit au vieil homme de donner à ce garçon quelque chose de bon et bon marché. Pendant que le vieil homme cherche une tente, Ivy demande combien coûtent généralement les tentes. Elle se demande si une tablette d'argent suffirait. Elle dit donc que son budget est de 5 coquillages. Le vieil homme, découvrant qu'elle avait l'intention de dépenser 5 coquillages, lui demanda rapidement où elle avait trouvé autant d'argent. Elle explique ensuite qu'elle a reçu une récompense pour avoir informé les victimes d'une attaque de monstres. Le vieil homme lui tend alors une tente en disant que c'est la meilleure qu'il puisse lui vendre pour 5 coquillages. Elle accepte et est satisfaite du deal. Et après avoir payé la tente, le vieil homme lui suggère de mettre une sorte de marque sur la tente. Ensuite, elle écrit le nom de Sora en japonais dessus. Et en bonus, ce vieil homme vous offre un sac magique gratuit. Ensuite, dehors, elle remercie les gardes pour leur aide. Et ils disent à plus tard, Ivy, espérant déjà te revoir en maintenant, sans les gardes à ses côtés, elle va installer sa tente. Elle commence à tout assembler et lorsque tout est enfin prêt, elle est ravie d'avoir un endroit qu'elle peut appeler le sien. Elle entre, ferme le rideau et sort Sora de son sac. Sora est excitée quand il voit la tente et commence à sauter partout. Ivy lui dit que c'est leur maison et Sora saute sur ses genoux. Et Ivy dit qu'il devrait maintenant célébrer. Elle promet ensuite d'aller à la décharge pour récupérer plus de potions. Cependant, alors qu'elle est encore dans la tente, les aventuriers apparaissent. L'un d'eux dit que la tente qu'elle utilise est la sienne et la traite de voleuse. L'homme commence à l'accuser d'avoir volé la tente, mais elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Il l'attrape et une femme commence à l'humilier. Ils ouvrent leur sac et sont surpris de voir une créature qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Ivy tente de s'enfuir, mais l'un des hommes l'arrête. Il la tient bien haut et la pauvre créature est sur le point de pleurer. Mais à ce moment-là, un garde apparaît et leur dit de laisser le garçon tranquille, sinon ils seront punis. L'homme ne l'écoute pas, alors le garde libère rapidement Ivy de ses mains, disant que cette tente lui appartient. L'homme dit alors qu'il n'y a aucune chance que ce petit garçon ait pu acheter une si bonne tente. Et le garde dit qu'Oguto l'a aidé à acheter le stand. Et maintenant, très en colère, il demande si sa tente a vraiment été volée ou s'il ment. À ce moment-là, l'homme hésite et dit qu'ils ont peut-être fait une erreur. Et alors qu'il tente de s'échapper, le garde appelle les autres gardes pour s'occuper d'eux. Rapidement, les gardes les arrêtent un par un, et ceux qui ont été attrapés sont emmenés en prison. Deux autres ont réussi à s'échapper car ils étaient trop rapides. Le garde demande alors à Ivy s'il va bien, et elle le remercie. Il lui donne une potion de guérison, et elle est heureuse car c'est la première toute nouvelle potion qu'elle possède. Le garde dit que c'est une excuse pour ce qui s'est passé. Elle le remercie pour son aide et il part. Plus tard dans la nuit, Ivy dit à Sora de boire autant de potions qu'il veut et d'être satisfait. Mais alors qu'elle est sur le point de manger, elle voit que Sora ne mange pas car il veut sa toute nouvelle potion. Ivy dit qu'il en aura besoin pour guérir et qu'il ne peut pas le manger. Le lendemain matin, Ivy se réveille et dit à Sora qu'ils vont chasser. Et avant de partir, elle n'oublie pas de prévenir le gardien. Et tandis qu'elle marche, elle rencontre de nombreux gardes sur son chemin qui la connaissent. Ils lui proposent de l'aide et lui offrent des cadeaux et elle se demande comment ils la connaissent. Plus tard, dans la forêt, elle voit que son piège a été à nouveau détruit. Elle dit à Sora qu'à ce rythme-là, elle n'attrapera jamais rien. Mais à ce moment-là, à son grand bonheur, Ciel apparaît par derrière et il lui apporte des lapins. Elle demande s'il le lui donne et Ciel dit oui. Puis elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle ferait mieux de commencer à les préparer car ils sont encore très frais. Pendant qu'elle fait cela, Ciel joue avec Sora et quand elle a fini, Sora et Ciel sont déjà endormis. Elle réveille Sora et lui dit qu'ils reviendront. Sora roule vers elle et Ciel la câline puis retourne se cacher. Ivy et Sora reviennent en ville et la maladresse de Sora l'amène à se blesser avec un morceau de bâton. De retour en ville, elle se rend directement à la boucherie. La dame fait l'éloge de la viande qu'elle apporte toujours, disant qu'elle est très fraîche. Et elle plaisante même en disant que la viande est tellement bonne qu'on dirait qu'elle l'a chassée sans piège. Et Ivy sourit simplement. La dame lui donne l'argent et dit qu'avec cette qualité, elle sera toujours la bienvenue. Et tandis qu'Ivy s'éloigne, elle rencontre à nouveau des gardes sur le chemin qui l'arrêtent pour parler. Elle se cache et se demande comment ils la connaissent. C'est à ce moment-là que Verivra apparaît et demande ce qui ne va pas. Elle le lui dit et il dit que c'est Oguto qui a demandé à tous les gardes de la surveiller. Mais Verivra promet qu'il aura une conversation sérieuse avec Oguto. Après cela, il dit au revoir. Et tandis qu'Ivy marche, elle aperçoit un magasin de fruits et court vers lui. Là, elle trouve un fruit de son village. Ce fruit est très cher. Elle demande pourquoi le prix est élevé. Et le commerçant dit que la récolte de
cette année a été très mauvaise. Il demande si le petit garçon est de Villalato. Et elle répond oui, en disant qu'elle s'est enfuie du village. Il raconte ensuite que la diseuse de bonne aventure avait pour habitude de prédire la période de récolte de ce fruit qui est la principale source de revenus de ce village. Mais la vieille femme tomba malade et le chef du village ne lui donna pas de médicaments. Elle a fini par mourir. Et maintenant, le chef de ce village accuse une enfant nommée Fémicia d'être responsable de cela. Il dit à tout le monde que ce petit enfant est maudit. Et en entendant cela, Ivy devient bouleversée. Le commerçant poursuit ensuite en disant que Villalato est désormais en crise financière. Il lui demande si elle a quitté le village à cause de cela. Et elle répond oui. Après avoir dit cela, le vendeur décide de lui donner un fruit pour la motiver. Plus tard, de retour dans sa tente, elle pense à sa famille et se demande s'ils vont bien. Sora se sent également mal. Et Ivy dit qu'elle a été abandonnée par son propre peuple. Et maintenant, elle est dans un endroit complètement inconnu. Cependant, les gens qu'elle n'a jamais vus de sa vie sont tous gentils avec elle. Elle prend le fruit et dit que d'une certaine manière, elle se sent chez elle ici. Et Sora essaie de dire quelque chose en sautant. Mais Ivy répond qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit. Elle mange le fruit et se souvient des paroles que le voyant lui a dit. En fait, cette vieille femme lui a demandé de se rendre dans la capitale et de connaître les villes voisines. De cette façon, elle pourra trouver de bonnes personnes en qui elle pourra avoir confiance. Alors le lendemain, quand elle se réveille, avant de partir à la chasse, elle salue tout le monde avec joie. En arrivant dans la forêt, elle tend un piège et invite Sora à se rendre à la décharge pour lui chercher une potion. En chemin, elle sent la présence de personnes et fait sauter Sora dans son sac. À ce moment-là, ces aventuriers maléfiques apparaissent et disent qu'ils sont prêts à se venger. Mais avant tout, ils lui demandent de leur donner son slimra. Ivy répond en disant qu'elle ne peut pas parce que Sora est son ami. L'homme lui ordonne alors de le lui remettre, sinon elle sera battue. Elle a peur et commence à courir et l'homme court après elle. Elle le conduit vers son piège et il se retrouve pris dedans. Et en le voyant dans cette situation, la partenaire de l'homme le traite d'inutile. L'homme se libère alors, furieux, et promet de ne pas laisser le garçon s'échapper. Alors qu'Ivy court, la femme apparaît et lui dit qu'elle ne peut pas s'échapper. Puis l'homme l'attrape et lui ordonne à nouveau de lui remettre son slip. C'est à ce moment-là que les deux ont peur lorsqu'un énorme monstre apparaît. Il lâche rapidement Ivy et s'éloigne. Et l'énorme monstre était Ciel lui-même. Il s'approche d'eux et rugit sur la femme, la faisant s'évanouir instantanément. Maintenant, l'homme commence à courir pour sauver sa femme. Mais Ciel court et saute pour l'arrêter. Après l'avoir capturé, il jette l'homme inconscient sur la femme. Et Ivy les regarde et demande à Sora s'il va bien. Et Sora, comme toujours, répond en disant simplement caca. À ce moment-là, elle entend quelqu'un s'approcher et demande à Ciel de se cacher. Et les gens qui s'approchent sont Oguto et Berivra. Il lui demande si elle va bien. Elle répond oui. Il raconte tout sur ces gens qui l'ont agressée. Plus tard, on la voit assise avec Oguto. Et il lui dit que les aventuriers qui ont tenté de lui faire du mal sont désormais en prison. Et elle le remercie. Il dit que ce groupe d'aventuriers était en fait des voleurs. Elle recevra donc une bonne somme pour avoir aidé à les capturer. Et Ivy est visiblement ravi de recevoir autant d'argent. Lorsqu'il vous remet la récompense, il mentionne que transporter une telle quantité ne serait pas sûr. Et lui suggère de créer un compte auprès de la guilde marchand. Ensuite, nous voyons Ivy dans la guilde, à côté d'Oguto. La réceptionniste vous explique les étapes à suivre pour ouvrir un compte. Et donc nous voyons Ivy mettre son doigt sur l'aiguille. Et quand une goutte de sang sort, votre compte est créé. Oguto vérifie ces informations et demande à Ivy si elle aura bientôt 9 ans. Et elle répond oui. Après cela, elle entre dans une pièce et place les pièces sur un plateau. Puis un homme apparaît. Elle lui tend les pièces. Et il la félicite pour avoir ouvert son propre compte. Il lui donne un objet qu'elle doit utiliser chaque fois qu'elle a besoin de retirer de l'argent de son compte. Et en sortant de là, elle regarde l'objet. Et Oguto dit que maintenant ils partent. Mais à ce moment-là, Berivra apparaît et lui crie dessus pour avoir quitté son poste sans prévenir. Puis, alors qu'il marche, Oguto dit qu'il prendra soin de ce garçon. Et Ivy se demande pourquoi ils sont si gentils avec elle. Et Berivra demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Et Ivy dit non et qu'elle a juste faim. Ensuite, Oguto lui prend la main et se dirige vers un magasin. Il appelle une femme. Et elle lui demande si c'est sa fille perdue. Et il répond que c'est peut-être vrai. Ils s'assoient ensemble. Et il fait une énorme commande pour lui et Ivy à manger. Il regarde ensuite Ivy. Alors il veut te voir avec le ventre plein. Ivy répond en disant qu'elle ne peut pas manger autant. Et Berivra réprimande son ami en lui disant qu'il devrait au moins se rendre compte de l'évidence. Cependant, Oguto insiste pour que le petit garçon mange. Car un homme doit manger suffisamment pour devenir fort. Alors, quand tout est servi et qu'Ivy mange enfin, elle réalise à quel point cette nourriture est délicieuse. Puis la femme dit que ses talents de cuisinière sont 4 étoiles. Et c'est à ce moment-là que Berivra demande quel genre de capacité possède Ivy. En réponse, elle dit qu'elle a le pouvoir d'une dompteuse. Et quand il lui demande quelle est sa note, elle hésite et affiche un air vraiment triste. Et remarquant son malaise, Oguto lui donne une tasse. Dire que les gens avec beaucoup d'étoiles ne sont pas toujours utiles. Et Berivra ajoute dire qu'il y a des gens avec une seule étoile qui font un travail louable. Par conséquent, quel que soit le nombre d'étoiles qu'une personne possède, elle peut très bien vivre une vie digne. Il suppose que le petit garçon n'a qu'une seule étoile. Et après cela, ils disent au revoir à Ivy. Et elle pense au fait qu'elle n'a pas d'étoile. Le lendemain matin, Ivy leur dit qu'elle va continuer son voyage vers la capitale royale. Et Oguto dit que le simple fait de mentionner son nom est suffisant. Et cela vous aidera. Elle leur dit au revoir. Et Oguto lui demande de revenir un jour. Il dit qu'il attend votre visite. Lorsqu'elle quitte finalement la ville, Berivra dit à Oguto qu'il a enquêté sur Ivy. Et il a facilement découvert qu'elle était une fille. Et qu'elle cache son identité pour une raison quelconque. Oguto demande pourquoi. Et Berivra dit que peut-être un jour cette petite fille leur dira tout. Mais prévient-le. Et son secret est quelque chose qu'elle ne leur a même pas confié. Dans la scène suivante, nous voyons Sora courir à travers la forêt. Tandis qu'Ivy lui demande de marcher un peu plus lentement pour pouvoir le suivre. Quand il s'arrête enfin, Ivy boit de l'eau. Elle regarde ensuite Sora et dit qu'il est plein d'énergie. C'est à ce moment-là qu'elle
réalise que Sora a changé après avoir mangé les blessures de Ciel. Mais soudain, son attention est attirée par quelque chose venant de la forêt. Le bruit se rapproche, et elle a complètement peur. Mais Sora sourit et dit caca. Ivy le regarde et réalise que c'est Ciel qui est apparu. Elle saute pour le serrer dans ses bras. Et Sora est également heureux de le voir. Plus tard dans la nuit, près du feu de camp, Ivy mange la viande et crie qu'elle est délicieuse. Elle remercie ensuite Ciel d'avoir pu attraper autant de lapins. Elle regarde ensuite Sora et dit qu'il mange aussi beaucoup. Et Sora mange toutes ses potions. Le lendemain matin, lorsqu'elle va vérifier les pièges qu'elle a posés, ils sont tous vides. Elle devient très bouleversée et commente qu'elle est tentée par une série de malchances. Au moins, il lui reste encore un peu de viande. Elle pourra ensuite les utiliser pour le petit déjeuner. À ce moment-là, elle voit quelque chose d'étrange s'approcher d'elle. Elle attrape Sora et commence à s'enfuir. Et tandis qu'elle court, elle se demande de quel genre de présence il s'agit. Parce que sa présence la dégoûte beaucoup. Et la présence continue de la hanter. Elle atteint alors le bord d'une falaise où elle voit qu'il n'y a pas d'issue. Elle regarde en arrière et réalise que la chose ressemble à un humain, pas à un monstre. Mais malgré tout, elle a encore très peur. Elle baisse alors les yeux et voit Ciel qui émet un rugissement très puissant. Et grâce au rugissement de Ciel, la chose disparaît. Et elle se demande ce que c'était. Après cela, elle continue son chemin en chevauchant Ciel. Et elle commente à quel point cela est confortable avec Sora. Et merci Ciel pour son aide. Elle commence alors à penser à nouveau à ses présences désagréables. Et soudain, Ciel commence à devenir agressive. Elle demande ce qui ne va pas. Et puis elle voit un ogre venir vers eux. Ciel les attrape avec sa queue et les jette derrière lui jusqu'à ce que l'ogre se rapproche. Et Ciel est prêt à l'attaquer. Eve dit à Sora de sauter dans le sac. Et Ciel avance sur l'ogre, l'attaquant. Il le mord et ils tombent tous les deux dans l'eau. Eve est très inquiète pour Ciel. Et quand elle lève les yeux, elle remarque que d'autres ogres s'approchent. Elle commence à courir alors qu'il la poursuit. Elle continue de courir et arrive à un endroit où elle voit de nombreux épouvantails suspendus. Et la zone a l'air très effrayante. Mais elle entend alors un ogre s'approcher et court pour sauver sa vie. Elle essaie de courir aussi vite qu'elle peut. Et sans le vouloir, il tombe dans un piège. Une bûche descend et le piège la soulève, la suspendant à un arbre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et quand un ogre en dessous saute pour l'attaquer, une lumière apparaît et une énorme boule de feu détruit l'ogre. Un homme apparaît alors en utilisant ses flammes et en brûlant un autre ogre. Il se présente comme la Trua et dit que c'est son attaque de tempête de feu. Il finit par se rendre compte qu'il a un enfant pris au piège. Et elle est entourée de ses flammes. Il court vers l'enfant et se demande pourquoi c'est un enfant dans ce piège. À ce moment-là, un archer apparaît et tire une flèche pour briser le piège. Et quand Eve tombe, la Trua court pour la rattraper. Il est confiant et dit avoir réussi à l'attraper au bon moment. Mais avant qu'il puisse se détendre, un ogre apparaît pour les attaquer. La Trua emmène Eve juste à temps, sauvée par des slims géants. Celle qui les a sauvés était une belle femme. Et la Trua remercie Mira pour son aide. Elle rappelle ses slims et dit que les autres combattent toujours les ogres. Ils se précipitent pour aider dans la bataille, vainquant les ogres avec leurs épées. Et quand tout est terminé, il demande à la Trua s'il va bien. Et il dit oui, tout va bien. Mais alors un ogre apparaît par derrière pour attaquer. Cependant, les flèches de l'archer transpercent son corps et il tombe complètement vaincu. Le nom de l'archer est Sifar, qui dit que finalement tous les ogres ont été éliminés. Eve les observe avec curiosité. Et après cela, il lui explique qu'ils sont les squads de suppression envoyés pour éliminer ces monstres. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que le piège a été tendu pour capturer un ogre. Et l'un d'eux lui demande si elle est blessée. Mais elle répond qu'elle va bien. Puis le leader du groupe, qui a un nom très compliqué, donc je l'appellerai simplement C, se présente. Et les autres disent aussi leur nom. En entendant cela, Eve partage également son nom et les remercie de l'avoir sauvé. Il continue le voyage. Et Sifar demande ce qu'elle fait au milieu d'une zone aussi dangereuse. Et elle répond qu'elle est en route pour la ville d'Eodalia. Puis c'est dit qu'elle peut voyager avec eux. Et excitée, elle demande si elle peut vraiment. Et tout le monde confirme. Alors qu'il s'approche du camp, le chef lui montre où il loge. Eve dit alors que l'endroit est incroyable. Mais à ce moment-là, elle voit Ciel et est heureuse qu'il soit en sécurité. Mais elle craint également que si quelqu'un le trouve, il soit traqué. Elle commence à lui faire signe de se cacher. Et Ciel, étant plus intelligent que n'importe quel ami de jeu, comprend rapidement ce qu'elle veut dire. La Trua l'appelle alors. Et Eve court vers lui disant qu'elle s'en va. Maintenant, ils arrivent au camp. Et Eve est surprise de voir autant d'aventuriers là. Le chef lui présente leur tente, appelée la tente de l'épée ardente. Et Mira dit au revoir en disant qu'elle les verra plus tard. Le chef révèle alors qu'ils vont maintenant assister à une réunion sur la chasse aux monstres. Et Eve leur dit simplement au revoir tout en restant à côté de la Trua. Après cela, la Trua dit qu'il est resté là parce qu'il a pour tâche de cuisiner. Et puis il se lamente, disant qu'il ne sait pas bien cuisiner. Eve lui demande alors comment il cuisine. Puis il dit qu'il possède la compétence d'attaque de flamme 3 étoiles. Ensuite, il assaisonne le tout avec du sel et du poivre puis les rôtit avec sa puissance. Il demande à celui qu'il croit être un petit garçon s'il peut l'aider. Et Eve dit qu'ils peuvent cuisiner ensemble. Elle commence par la viande de lapin, la frottant avec un peu de sel pour l'assaisonner. Elle coupe quelques légumes et fait frire la viande avant de la cuire avec les légumes dans la poêle. Pendant qu'elle cuisine, Eve explique tout ce qu'elle fait. Et la Trua la complimente simplement en disant que tout est incroyable. Lorsque le dîner est prêt, Eve attend simplement que tout le monde ait mangé. Et Zé donne l'ordre, disant que tout le monde peut manger. Alors, quand tout le monde prend sa première bouchée, leurs expressions inquiétaient. Mais ensuite ils disent que tout va bien. Et tout le monde la loue pendant qu'ils mangent. À ce moment-là, Mira apparaît et dit qu'elle a senti une odeur merveilleuse. Et la Trua dit qu'elle est arrivée au moment parfait et l'invitait à manger avec elle. Elle s'assoit à côté d'eux et prend sa première bouchée, réalisant qu'elle a mangé quelque chose de très savoureux. Et Eve commente que c'est génial que tout le monde aime sa nourriture. Alors, Sifar demande à la Trua s'il a obligé ce petit garçon à cuisiner lui-même. Et la Trua essaie d'esquiver la question. Eve explique alors qu'ils l'ont fait ensemble. Et la Trua est d'accord et ajoute qu'il a bien réglé la chaleur. Alors, pour s'éloigner du sujet, il jette une pierre dans le ciel. Et ça explose, se transformant en feu d'artifice.
fils. À ce moment-là, une idée surgit dans l'esprit d'Eve. Mira se rend compte qu'elle a dit quelque chose et lui demande ce qui ne va pas. Eve répond alors que s'ils avaient plus de variété de métaux, ils pourraient voir un meilleur spectacle dans le ciel. Mira sort ensuite quelques métaux et Eve est très enthousiaste à propos de cette idée. Elle dit qu'avec ça, ils peuvent faire des flammes plus belles. Eve attache ensuite ces morceaux de métal dans un tissu et les remet à la trua. Il le jette ensuite dans le ciel et le fait exploser. Et ainsi, tout le monde assiste à un spectacle de feux d'artifice colorés. La trua continue de lancer les métaux et les feux d'artifice sont incroyables. Tout le monde regarde avec admiration, compris Ciel, qui regarde le spectacle de loin, assis au sommet d'un rocher. Après cela, la trua apporte la vaisselle à la et Eve dit qu'elle peut les laver. Mais C arrive et lui demande de rester calme, en lui disant qu'ils peuvent s'en occuper. Eve insiste, disant qu'elle veut être utile. Donc, C ne l'autorise qu'à la condition que tout le monde ait. Et elle est d'accord. Et après avoir accepté, la trua plaisante en disant qu'il est très mignon et le serre dans ses bras. Heureusement, ses compagnons d'aventure l'ont battu après cela. Plus tard, avant d'aller dormir, Eve donne à Sora des potions à manger. Et Sora s'en nourrit. Elle se brosse les cheveux et dit à Sora que ces gens sont très bons. Pendant ce temps, tout le monde parle d'elle. Ils ont remarqué que cette petite fille voyage seule. Et pour couronner le tout, son corps semble très fragile. C'est commente ensuite. Et il s'est rendu compte qu'Eve avait peur d'être abandonnée si elle n'était pas utile. Et la trua écoute tout en silence. Le lendemain, Eve trouve une boîte remplie de potions anciennes. Et quand elle en choisit pour Sora, elle voit des slimes. Mira apparaît et dit bonjour. Et ordonne à ses slimes de jeter les poubelles. Eve demande alors si elle a des connaissances sur les slimes qui se désintègrent en une seule journée. Et Mira répond que c'est un type de slime rare. Et si quelqu'un en attrape un vivant, il peut le vendre pour une bonne somme. À ce moment-là, Eve ressent à nouveau une étrange présence. Et Mira demande ce qui ne va pas. Mais avant qu'Eve ne puisse répondre, d'autres personnes apparaissent avec des cartons remplis de déchets. Et placez-les à proximité. La trua dit qu'ils ont déjà fini le nettoyage. Ils doivent donc continuer leur voyage. Eve est enthousiasmée par le voyage à Odalo City. Mais avant de partir, ils profitent de leur dernier jour de voyage avec des bières. Eve fait griller de la viande pour le groupe et sert les leurs. Quand tout le monde commence à manger, elle apporte également de la soupe à la viande. Et c'est commente que cette soupe réchauffe vraiment le corps. Et la trua, quand il le boit, finit par se brûler la langue. Même s'il est un utilisateur de magie du feu. Eve s'inquiète soudainement pour Ciel, qui se cache toujours dans la montagne. À ce moment-là, Mira apparaît et dit-leur de rencontrer leur frère. Tandis qu'ils parlent, Eve est surprise, en réalisant que les deux frères sont très similaires. Eve se présente à eux. Et la trua dit que leur groupe s'appelle Vendaval Verde. Un nom assez horrible. Et les frères jumeaux de Mira s'approchent d'elle. Elle dit qu'elle semble être une enfant très intelligente. Et Eve sourit. À ce moment-là, des garçons s'approchent. Et Torte dit qu'ils devraient partir. Rapidement, le groupe Vendaval Verde s'en va. Et Eve leur fait signe, tandis que Mira dit au revoir. Ensuite, la trua dit que Mira et ses frères ne s'entendent pas avec l'autre groupe qui arrive. Après cela, pendant la nuit, à l'intérieur de sa tente, Eve prend une potion et la donne à Sora. Et tandis qu'elle le regarde manger, elle ressent une étrange présence. Elle demande à Sora de sauter dans le sac et le serre dans ses bras. Elle ferme les yeux. Et ainsi, la présence du néant disparaît. Et quelqu'un l'appelle. Celui qui semblait l'appeler était la trua lui-même, qui demande de l'aide pour préparer le petit déjeuner et s'en va ensuite. Lorsqu'il part, elle se demande si c'est la trua qui a provoqué cette présence. Et Sora dit non. Eve commence alors à donner une liste de noms à Sora. Et il réagit étrangement quand il entend le nom de Mira. Le lendemain, ils arrivent enfin dans la nouvelle ville. Et le garde demande à Eve quelques informations personnelles. Il lui demande ensuite si elle a quelque chose pour vérifier son identité. Elle sort ensuite sa pierre perlée. Et la pierre brille, confirmant son identité. Elle remplit ensuite le formulaire. Et le garde vous donne la permission d'entrer et de sortir. À l'intérieur, la ville est pleine de monde. Et Eve est surprise de voir une ville aussi grande. La trua lui dit de trouver d'abord un endroit où dormir. Et ainsi, Eve se retrouve sur un autre morceau de terre où les voyageurs se sont aventurés et installent leur tente. Et ainsi, la nuit tombe. Et pendant le dîner, le chef dit que cette ville est dangereuse. Et Bolorda répond que oui, parce que des enfants sont kidnappés et vendus. Le chef est contrarié parce qu'ils ne font rien car ils n'ont pas encore pu trouver d'informations sur les ravisseurs. Bolorda dit alors qu'Eve est aussi une enfant et qu'ils doivent la protéger. Et Eve leur dit qu'elle a presque été attaquée. Elle dit que quelque chose la poursuivait. Ils ouvrent alors rapidement un type d'équipement spécial qui les recouvre d'un voile pour empêcher quiconque de les entendre. Elle dit ensuite qu'une présence dégoûtante la hantait et qu'un monstre a fait disparaître ses présences. Elle sentit la même présence à l'extérieur de la tente ce jour-là. Et ils commencent à discuter pour savoir qui pourrait être responsable. Sifar demande à Eve qui, selon elle, cela aurait pu être. Et elle répond qu'elle soupçonne le but. Le chef lui demande si elle en est sûre. Mais elle, craignant de révéler que c'est son slim qui lui a dit cela, décide de revenir sur sa déclaration. Et demande à tout le monde d'oublier ce qu'elle a dit. Plus tard, elle dit à Sora qu'elle ne peut pas leur parler de lui. Mais ensuite, elle se souvient du conseil de la vieille femme qui lui disait de faire confiance à ses alliés le moment venu. Alors le lendemain matin, elle quitte la tente. Les aventuriers créent à nouveau un voile. Et la trua dit que, comme elle l'a dit, le but a un côté sombre. Car ils l'ont poursuivi toute la nuit. Et ils découvrirent que leur frère parlait en secret à un marchand. Lorsque le marchand est parti, il a enquêté. Mais ils ont dit qu'il ne faisait que parler. Et ce n'était rien de grave. Mais pourquoi ont-ils utilisé ce voile pour étouffer le son? Tout le monde commence alors à faire des suppositions sur les choses secrètes que Mira et ses frères et sœurs pourraient faire. Eve les écoute attentivement. Et le chef la remercie de les avoir alertés du comportement suspect de Mira. La trua remercie Eve. Et elle est ravie de découvrir qu'ils ont vraiment cru ce qu'elle a dit. Elle devient émotive en pensant qu'elle n'est rien. Cependant, ils lui font toujours confiance. La trua demande si elle va bien. Elle dit alors qu'elle doit dire quelque chose. Elle court vers sa tante. Il ouvre son sac et demande à Sora de sortir. Elle dit que Sora lui a parlé de Mira. Et ils sont tous surpris d'apprendre que Sora peut mieux sentir les gens. L'un d'eux commente que c'est incroyable. Et Eve tient Sora et dit qu'il est son meilleur ami. L'homme
l'homme nommé Rigbert s'approche de Sora et commence à le chouchouter, lui disant qu'il est adorable. Et tout le monde n'a entendu parler des slimes transparents que dans les histoires. Pendant ce temps, Sora n'apprécie pas les soins prodigués par Rigbert. Alors il le lâche et l'attaque. Et maintenant, alors que Sora soupire sur les genoux d'Eve, se sentant soulagé, Eve le regarde. Et la Trua a l'idée incroyable de vérifier si le slime peut vraiment voir à travers les mensonges. Rigbert dit que c'est la Trua. Et Sora frissonne car il réalise que c'est un mensonge. Un homme dit que son ami a bu l'alcool de Sifar en secret. En entendant cela, Sifar devient furieux. Et Sora confirme que c'est vrai. Et maintenant, l'homme court après Sifar pour le frapper. Et Rigbert commente en disant que Sora est un slime incroyable. Et Eve dit simplement qu'il est à nouveau son meilleur ami. Et Sora sourit aussi tout en disant caca. Plus tard dans la soirée, ils dînent tous ensemble et discutent de la manière dont ils vont retrouver les personnes de l'organisation derrière les enlèvements. La Trua commente qu'il est douloureux de penser que Mira est également impliquée dans cette affaire. Et Eve est triste aussi. Elle dit ensuite qu'elle soupçonne qu'il y a d'autres traîtres. Elle demande comment le groupe de Mira a grandi en tant qu'aventurier. Et ils disent que son groupe a été promu par un noble après avoir accompli une tâche. Contrairement à d'autres aventuriers qui ont fait un travail similaire mais n'ont rien reçu en retour. Eve en déduit alors que ce noble doit faire partie de l'organisation de kidnapping. Ils ont dû tester des gens pour devenir leurs alliés. Et le groupe de Mira est passé. L'un des aventuriers commente que c'est incroyable. Après tout, un enfant de 7 ans a réalisé ce qu'il n'avait pas compris. Eve, indignée, répond qu'elle n'a pas 7 ans, révélant qu'elle vient d'avoir 9 ans aujourd'hui. En entendant cela, le chef sourit et lui souhaite un joyeux anniversaire. Bientôt, tout le monde commence à applaudir et à lui souhaiter du bonheur. Eve est guérie et rend grâce. Et au fond d'elle, elle pense que cela fait longtemps que personne ne lui a souhaité un joyeux anniversaire. Après cela, le vieux chef dit à Eve qu'ils ont besoin de son aide pour identifier les traits. Alors le lendemain matin, le groupe arrive devant la guilde des aventuriers. Et dès qu'ils entrent, un homme assis là se présente comme étant Oglyph. Et Bolorda ajoute qu'il est le maître de la guilde. Eve le salue et regarde Sora qui dit qu'il est digne de confiance. Puis le capitaine de la guilde, Urskby, se présente. Et encore une fois, Sora ne détecte aucune menace. Eve sourit alors et dit « Ravi de vous rencontrer ». Ensuite, le vice-capitaine se présente également. Et Sora donne également à cet homme un semblant d'innocence. Bolorda prend la sphère magique et fait semblant de la vérifier. Et il commande qu'il semble que tout le monde soit propre. Eve explique ensuite qu'il s'agit d'un objet magique qui indique si une personne est bonne ou mauvaise. Le maître de la guilde, Oglyph, dit qu'il aura besoin de votre aide pour identifier les traîtres impliqués dans cette organisation. Et Bolorda répond qu'ils sont ici pour faire exactement cela. Il fait un clin d'œil à Eve qui est dans la scène avec sa tête très excitée de faire ça. Le lendemain, tout le monde est devant un bâtiment. Et l'homme explique que cet endroit était auparavant la base de l'organisation. Il s'approche des gardes et le capitaine Busceby commence à leur parler. Sora confirme que l'un des gardes, un homme aux cheveux roux, est digne de confiance. Mais lorsque l'homme nommé Malgajula parle, Sora commence à trembler. Et Eve se rend immédiatement compte qu'il s'agit d'une menace et prévient Bolorda. Peu de temps après, tout le monde entre dans le bâtiment. Et le capitaine Busceby soupire et remarque qu'il n'a jamais pensé que Malgajula était un traître. Agro, choqué, dit qu'ils lui ont fait confiance. Et Bolorda regarde Eve et dit qu'il compte sur son aide. Toute la journée se déroule et la nuit, les tests avec les gardes continuent. Et quand ils ont enfin terminé, Eve est épuisée et s'assoit sur le sol. La Trua sourit et lui dit bon travail. Pendant ce temps, le capitaine et les autres sont inquiets. Au total, 38 des 157 gardes étaient des traîtres. À ce moment-là, deux nobles apparaissent. Et l'un d'eux dit qu'il passait par là et qu'il a décidé d'y jeter un œil. Lorsque le noble Faltoria se présente, Sora frissonne. Et Eve alerte immédiatement Bolorda. Mais lorsque le deuxième noble, nommé Foronda, se présente, Sora ne réagit pas. Parce qu'il est digne de confiance. Foronda leur demande de le prévenir s'il trouve quelque chose de suspect. Et puis les deux nobles partent. Le capitaine, furieux, frappe le mur et souffle. Dire que même un noble peut être un traître. Et il vivait tout le temps avec ses traîtres. Maintenant, il se sent responsable de la mort de ses hommes. Et Bolorda pose sa main sur son épaule. Et lui dit de ne pas se blâmer car il n'avait aucun moyen de le savoir. Le leader pense grand en disant que cet endroit était la base de l'organisation. Parce qu'ils n'ont trouvé aucune preuve lorsqu'ils sont entrés par effraction. Eve répond alors que les gardes traîtres ont peut-être détruit ou caché les preuves. Et la Trua est d'accord. Ils disent qu'ils doivent maintenant enquêter davantage sur cet endroit. Le groupe A, méfiant, regarde Eve et lui demande si elle n'est pas une enfant de 6 ans. Eve, irritée, répond à nouveau. Il dit qu'il a 9 ans. Et l'homme finit par être impressionné par sa capacité de déduction. Après cela, il se dirige vers la salle où se trouve le Malgajula. Le capitaine lui donne alors une autre tâche. Et quand il part, il commence à fouiller la pièce. Ils examinent tous les documents et papiers qui s'y trouvent. À ce moment-là, Eve remarque un indice. Et vous voyez un livre qui a été touché plusieurs fois. Elle décide alors d'enquêter sur lui. Quand elle touche le livre, il brille. Et soudain, le sol s'ouvre. Eve tombe et découvre une pièce secrète. À l'intérieur, il trouve une somme d'argent absurde. Ce qui indique que l'organisation est très grande. Il trouve également des enregistrements détaillés des transactions commerciales de l'organisation. Et le capitaine leur dit alors de tout laisser tel quel, pour ne pas alerter les traîtres. Dans la scène suivante, tout le monde parle des traîtres. Et Sifar dit qu'avec l'aide d'Eve, ils ont réussi à découvrir tous les ennemis. La Trua ajoute qu'ils peuvent désormais prendre en charge l'ensemble de l'organisation. Et Eve, avec détermination, dit oui. Plus tard, alors qu'elle fait la lessive, Eve renverse de l'eau et remarque que la baignoire se rend toute seule. Et la Trua explique qu'il s'agit d'un objet magique qui invoque l'eau. Eve sourit et dit que cela rendra le lavage des vêtements beaucoup plus facile. Et tandis qu'Eve enlève ses vêtements pour se laver, la Trua la regarde et lui demande si elle est vraiment un garçon. En entendant cela, Eve est sur le point de pleurer. Et la Trua lui demande rapidement de ne pas pleurer. Eve, se sentant coupable, s'excuse de les avoir trompés. Et la Trua fait preuve de compréhension, disant qu'il la comprend. Après tout, c'est dangereux pour les filles de voyager seules. Il
promets de garder ton secret. Et à ce moment-là, la vision qui manquait depuis un moment apparaît. Elle s'approche d'eux et invite Eve à explorer la ville. Je l'invitais à aller dans un magasin de bonbons qui est très populaire ici. Eve hésite, mais la Trua l'interrompt en disant qu'il veut y aller aussi. La cible dit alors qu'il a seulement invité Eve, mais la Trua rétorque qu'il ira aussi. Et ils changent même l'endroit où ils doivent aller. La cible soupire et dit que tout va bien. Cependant, ils y vont à 5. À ce moment-là, les frères dans la ligne de mire apparaissent. Eve est choquée et s'envoie, tandis que la Trua est inquiète. Ils se regardent pendant un long moment. Et puis le réticule avance, et le Latrua se déplace également vers. Ils s'arrêtent et se placent face à face. Et Eve se demande ce qui va se passer ensuite. Mais ils avancent tous les deux leurs mains. Et ils disent pierre, papier, ciseaux. La Trua fait le signe du rocher, tandis que le réticule fait le signe des ciseaux. La Trua gagne et célèbre, disant qu'ils vont à l'endroit qu'il est, et pas dans l'endroit sale où la cible veut les emmener. Peu de temps après, on les voit entrer dans le magasin appelé Flo-Flo. Le serveur sert des friandises à Eve. Et l'instant d'après, tout le monde est étonné de voir les deux jumelles manger rapidement et en redemander. La Trua plaisante en disant qu'il devrait prendre le temps de profiter davantage des sucreries. Il prend une petite bouchée et dit que c'est le vrai bonheur. Le réticule demande alors si Eve apprécie. Et Eve sourit simplement et regarde Sora. Et il a la chair de poule à cause de la peur. Il prévient évidemment Eve que ces personnes sont très dangereuses. Soudain, la Trua dit que s'ils s'en prennent à Eve, il ne leur montrera aucune pitié. Eve regarde en silence. Et en réponse, l'un des jumeaux dit qu'ils ne peuvent pas combattre quelqu'un qui a 3 étoiles d'attaque pure. L'autre répond qu'il n'a qu'une compétence de défense 2 étoiles. Et la cible les interrompt en disant qu'il ne combattra personne et que tout le monde devrait être plus civilisé. C'est à ce moment-là que son frère commence à se moquer d'elle en disant qu'elle ne peut apprivoiser que les slims pour nettoyer les déchets. La cible se sent en insécurité et s'énerve. Mais Eve la défend, disant qu'elle pense que son objectif est incroyable. Parce que s'occuper des déchets est un travail incroyablement important pour maintenir un environnement propre. La cible sourit et la remercie. Mais son frère rétorque que les compétences pour gagner de l'argent sont meilleures que les compétences pour apprivoiser. Mira a l'air stressée et perdue dans ses pensées, tandis qu'Eve se demande ce qui se passe. Après cela, ils partent. Et tandis qu'ils marchent, Eve fait remarquer à la Trua que Sora a dit qu'aucun d'entre eux n'était une bonne personne. Mais la Trua demande si les bonbons qu'ils ont mangés étaient bons. Et Eve dit qu'ils étaient délicieux. La Trua dit alors qu'il a choisi ce magasin parce que les gens là-bas le connaissent. Et c'était un endroit vraiment sûr. Eve comprend alors et dit que c'est pour cela qu'il voulait aller à Flo-Flo. Et la Trua confirme, disant qu'il voulait éviter l'endroit qu'on lui avait suggéré. Et maintenant, alors qu'elle regarde Sora, Eve soupire, disant que c'est triste que ces gens soient tous mauvais. Et la Trua réfléchit, disant que quand il était petit, les enfants pouvaient courir librement dans la vie. Et quand ils faisaient des bêtises, ils étaient évidemment battus. Ensuite, nous voyons un petit garçon essayant de marcher pour attraper un papy. Mais sa mère apparaît et l'arrête. Et puis la Trua dit que maintenant la ville est devenue dangereuse à cause des enlèvements. Et les adultes ont peur que leurs enfants leur soient enlevés. Mais plus tard dans la nuit, la Trua dit à tout le monde que le groupe de Mira a fait quelque chose d'assez suspect. Ils avaient l'air de vouloir kidnapper Eve. Puis Eve dit qu'ils sont venus l'inviter à manger un morceau. Zifar demande alors s'ils veulent vraiment vendre Eve. Et le chef demande alors pourquoi il risquerait autant pour essayer de kidnapper Eve. Tout le monde s'accorde à dire que les gens seraient trop méfiants à ce sujet. Et puis un déclic vient à l'esprit d'Eve. Elle dit que le groupe de Mira n'est qu'un leurre. Par conséquent, il n'y aura aucun problème pour l'organisation si elle est démasquée comme trait. Eve croit fondamentalement que Mira et les autres ne sont que des pions sacrificiels. La Trua demande alors ce qu'il devrait faire. Et Eve dit qu'elle a un plan. Et dit tout à tout le monde. Le leader aime vraiment son plan. Et il dit que c'est maintenant l'occasion idéale d'attraper tous les traîtres. Le lendemain, nous voyons tous les aventuriers rassemblés devant la guilde. Le maître de la guilde s'adresse à eux. Et il dit qu'il l'a appelé ici pour lui demander une faveur. Il présente Eve et dit que, comme tout le monde le sait, les cas d'enlèvement sont en augmentation dans la ville. Et donc, il veut que tout le monde protège Eve. Cependant, cet enfant a besoin de les connaître tous. Il leur demande donc à tous de se présenter un par un. Pendant ce temps, Mira fait signe à Eve. Elle lui répond. Puis le premier homme s'avance vers Eve. Et Eve remarque déjà que le sérum tremble. Il salue Eve, qui lui répond avec un plaisir de vous rencontrer. Et Eve est choquée de voir que le sérum tremble encore plus fort. Alors, elle dit ça à Bolorda, qui répond quoi? Déjà, de l'autre côté, le capitaine Burskisby semble être plongé dans ses pensées. Son vice-capitaine lui demande alors à quoi il pense. Et il dit qu'il imagine juste des choses. Puis il révèle ses pensées. Dire que cet enfant, Eve, est quelque chose de spécial. Car grâce à elle, ils parviennent à retrouver les traîtres. À ce moment-là, elle entend quelqu'un l'appeler par son nom. Être Sifar et son équipe. Sifar demande qu'une unité spéciale soit constituée. Car un repère de monstres a été découvert dans une grotte de la forêt. Le capitaine comprend vite. Et dit au groupe de sélectionner les membres de l'unité spéciale. Et maintenant, nous voyons le magasin où tout le monde est assis. Et Eve demande ce qu'est Danzu. Et la Trua dit que c'est dangereux. Alors que Mira dit que c'est le bonbon le plus savoureux ici. Et Eve doit l'essayer. Mira demande ensuite à Danzu pour tout le monde. Et le commerçant promet de le prendre. Et oui, le plan d'Eve était de servir d'appât pour capturer tous les méchants. Et l'endroit que Mira voulait en visiter est un endroit qui fait beaucoup trembler Sora. Et quand elle se rend compte que Sora le fait, elle attrape la Trua. Signalisation que l'endroit est dangereux. Et même le serveur est une mauvaise personne. Maintenant, tout le monde se parle. Et la Trua dit qu'il a besoin de l'aide de Mira et de ses frères pour mener à bien une mission secrète. Le propriétaire est à l'écoute de tout pendant qu'il prépare les douceurs. Et la Trua continue en disant qu'une grande unité de garde est envoyée pour combattre les hommes, laissant la ville vulnérable aux attaques. Les jumeaux acceptent d'aider à sécuriser la ville. Pendant ce temps, le propriétaire du magasin de bonbons mélange quelque chose de dangereux dans 2 bols. Et après avoir fait cela, il sert soigneusement les bonbons à tout le monde. Et en regardant les bonbons, la Trua fait signe à Eve de ne pas les manger. Alors qu'ils discutent, le propriétaire s'en
s'enfuit pour informer l'organisation d'attaquer la ville, parce que l'endroit sera fondamentalement sans défense. Pendant ce temps, Latrua demande à ceux qui devraient être ses amis pourquoi ils aident l'organisation. Mira demande de quoi ils parlent, mais Latrua leur demande de manger les bonbons empoisonnés. S'ils mangent ces bonbons, ils prouveront qu'ils ne sont pas des traîtres. Et quand Latrua réagit en disant qu'il sait qu'ils sont des traîtres, les deux jumeaux se lèvent pour le combattre. Marmie prend ses dagues et Thor tend son épée pour se battre. Et après avoir donné un coup de pied dans la table, Marmie avance pour attaquer. Mais Latrua esquive. Il commence à se battre et Latrua le frappe, l'envoyant s'écraser contre le mur. Maintenant, Thor lance une attaque et Latrua l'arrête, lui disant d'abandonner. Pendant ce temps, Eve a juste peur et le combat continue. Soudain, Thor tente d'attaquer Latrua par derrière, mais Eve le prévient. Latrua invoque alors ses flammes, mais Marmie utilise sa magie de l'eau pour annuler l'attaque. Maintenant, les deux se préparent à attaquer à nouveau et Latrua sort son épée. Cependant, alors que ses frères étaient sur le point d'attaquer ensemble, Mira utilise ses slimes pour arrêter les deux. Et pendant qu'il s'occupe des slimes, Latrua a une chance d'attaquer et d'assommer les deux frères. Après avoir fait cela, Mira dit qu'elle est désolée pour la trahison, mais Eve la remercie d'avoir arrêté les juments. À ce moment-là, un ami de Latrua apparaît et demande ce qui se passe, et Latrua demande son aide. Maintenant, de retour au palais, les gardes sont en service, et soudain, les gens de l'organisation arrivent pour attaquer, et les gardes engagent le combat avec. Pendant ce temps, certains d'entre eux se rendent chez un garde traître. Ils se font des signes, puis il les emmène à l'intérieur et leur dit d'aller dans cette pièce. Maintenant, le noble traître se dirige également vers cette pièce et, en entrant, il dit à tout le monde qu'ils ont fait un excellent travail. Et il marche pour pousser le livre, et ainsi la pièce secrète se révèle. Et soudain, une bombe somnifère s'active. Il est choqué par cela, et à ce moment-là, plusieurs bombes somnifères commencent à exploser. Le gaz commence à se répandre partout, et les membres de l'organisation ne peuvent plus respirer et finissent par perdre connaissance. Au fond de la salle, une autre bombe explose. Ils tentent de courir, mais finissent par s'évanouir. D'autre part, le capitaine a affaire à une unité spéciale pour capturer les hommes. Et le vice-capitaine dit que les traîtres sont juste derrière eux, et qu'ils sont prêts à les attaquer. Car s'ils battent le plus fort, il ne restera que le plus faible. Le capitaine dit alors qu'ils sont tous des imbéciles. Et puis il tend un appareil à son adjoint, qui lui demande avec inquiétude s'il peut l'utiliser à sa aise. Et le capitaine dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Ainsi, lorsque les traîtres sont prêts à dégainer leurs épées, et que certains se préparent même à tirer des flèches, le capitaine et son adjoint réagissent rapidement en lançant un filet sur eux tous. Le réseau a le pouvoir d'annuler la magie de tout le monde en utilisant un pouvoir de choc. Et maintenant que plusieurs traîtres ont été capturés, les deux se préparent à capturer ceux qui n'ont pas encore été attrapés. Pendant ce temps, le chef de guilde, Roglyph, commence également à lutter contre les aventuriers traîtres. Leurs amis se joignent également au combat et commencent à les vaincre. Un homme tente d'utiliser un couteau mais reçoit un coup de pied puissant. Sifar bat un ennemi avec un bâton, mais un homme attaque Baldi et il le renverse facilement. Le chef de guilde, Roglyph, leur crie de capturer tous les traîtres qu'il désire. Et Bolorda tire une balle dans la tête d'un des ennemis. Ils sont tout heureux car enfin ils ne peuvent plus se laisser berner. Et le groupe les électrocute à nouveau pour s'assurer qu'ils soient tout neutralisés. Après cela, tout le monde se rassemble dans un endroit pris. Et le capitaine dit qu'ils ont capturé tous les traîtres. Bolorda peut enfin dire que la ville est sûre. Et le noble traître est furieux lorsqu'il est emmené en prison. Mais le noble Foronda dit que personne ne le sauvera maintenant. Mais ils ont désormais un problème à régler. Les habitants de la ville sont en colère contre les traîtres. Mais cela est facilement résolu par le capitaine qui court vers la foule. Et il dit que tous les traîtres seront punis. Les gens veulent les tuer tout de suite. Mais le capitaine dit que s'ils meurent ici, ils seront libres. Il promet à toute la population qu'il veillera à ce que chacun soit sévèrement puni pour ce qu'il a fait. Leur objectif est de faire de tout le monde leur esclave. Et travailler dans un endroit qui est un véritable enfer. En entendant cela, Ivy commente que le capitaine est un homme incroyable. Ce faisant, il a empêché des gens normaux de devenir des criminels. Et dans la scène suivante, nous voyons le capitaine et le groupe parler à Ivy. Le capitaine lui remet une liste de traîtres impliqués dans l'organisation. Et évidemment, pour avoir aidé à capturer autant de traîtres, Ivy recevra une énorme récompense. Car en plus de capturer des traîtres, ils ont découvert plusieurs meurtriers et criminels extrêmement dangereux impliqués dans tout cela. Ivy pense à calculer la somme entière. Mais elle abandonne et prend simplement le stylo pour commencer à rédiger les papiers. Le lendemain matin, Ivy vérifie ses pièges. Et elle est déçue de ne pas avoir attrapé une seule souris. À ce moment-là, Ciel apparaît. Et Ivy est heureuse de le voir. Elle le serre dans ses bras. Et il s'en va dans les buissons. L'instant suivant, des rats et des lapins sont pris dans les pièges d'Ivy. Elle sourit alors. Et merci Ciel d'avoir fait ça pour elle. Plus tard, à la boucherie, le marchand remercie Ivy de lui apporter toujours de la viande fraîche. Il vous remercie d'avoir fait en sorte que son entreprise marche si bien. Il lui paie tout l'argent qu'elle mérite avec bonheur. Dans la scène suivante, nous voyons de nombreuses personnes s'amuser dans un restaurant. Avec plusieurs plats sur la table. Ivy est assise avec tout le monde à une immense table à manger. Le maître de la guilde se lève alors et annonce que tout le monde devrait célébrer la chute de l'organisation. Et tout le monde applaudit. Pendant qu'Ivy boit, tout le monde commence à empiler de la nourriture devant elle. Après cela, le capitaine dit que le noble qui a commis plusieurs crimes a avoué tous ses sombres secrets à l'organisation. Et maintenant, l'organisation a été complètement éradiquée. Ivy pose ensuite des questions sur Mira et ses frères et sœurs. Et le maître de la guilde dit qu'ils sont en état d'arrestation pour avoir aidé l'organisation. En prison, Mira se sent heureuse d'être enfin libérée de cet horrible travail. Et le maître de la guilde ajoute que maintenant tout le monde peut enfin se détendre. Ivy dit alors qu'elle veut leur montrer quelque chose. Elle attrape Sora et dit que c'est lui qui nous a aidés. Le maître de la guilde sourit et remercie Sora d'avoir rétabli la paix dans toute la ville. Le maître de la guilde demande alors à Ivy si elle envisagerait de vivre dans cette ville. Tout le monde veut qu'elle reste avec eux. Ivy devient émotive et tout le monde commence également à l'encourager à vivre là-bas, en disant qu'ils l'aideront, que ce soit avec
la maison ou toute autre chose dont elle a besoin. Elle est émerveillée et se demande si elle peut vraiment vivre là. Et tout le monde attend votre réponse. Ivy regarde alors Sora et se souvient des paroles de la vieille dame, qui lui a dit que si jamais elle trouvait quelqu'un en qui elle avait confiance, elle devrait lui dire la vérité sur elle-même. Puis, après avoir eu une profonde inspiration, elle dit à tout le monde qu'elle a quelque chose à dire. Elle serre fermement Sora et révèle qu'elle n'a pas d'étoile. Tout le monde est surpris par cette révélation. Et elle continue en disant que lorsqu'elle avait 5 ans, elle a touché l'eau bénite de l'église. Et c'est ainsi qu'ils découvrirent qu'elle était une dompteuse sans étoile. Le prêtre devint furieux, disant que Dieu l'avait abandonnée. Après cela, elle a été expulsée de la maison. Les amis de Dieu lui ont jeté des pierres. Elle s'est enfuie du village, laissée seule. Et à l'époque, celle qui l'a aidée était la gentille voyante qui l'a adoptée. Mais d'un autre côté, le chef du village a dit aux villageois que les enfants sans étoile portaient malheur. Il a ordonné à tout le monde de commencer à chasser. Alors elle a continué à courir jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Ivy baisse la tête, tenant fermement Sora, pendant que tout le monde la regarde en silence. Et Latrua s'exprime enfin. Il dit qu'il a vu qu'elle avait une force incroyable. Un autre aventurier ajoute qu'elle est très forte. Et ils disent aussi qu'ils s'en fichent qu'elle n'ait pas d'étoile. Et que tout le monde te soutiendra toujours. Les larmes commencent à couler sur le visage d'Ivy. Et le maître de la guilde promet que tout le monde gardera son secret. Et après avoir essuyé ses larmes, Ivy sourit et déclare qu'elle peut désormais continuer son voyage. Tout en tenant fermement Sora, Ivy dit que jusqu'à présent, elle courait pour sauver sa. Mais ensuite, elle a rencontré le capitaine Oguto. Et il l'a aidé sans poser de questions. Et comme ça, ils l'ont tous aidé. Faire tout le contraire des gens du village ou de sa famille. Maintenant, elle comprend ce que le voyant voulait dire. C'est pourquoi elle souhaite rencontrer beaucoup plus de gens comme eux. Et peut-être qu'en voyageant, elle pourra en apprendre davantage sur ce monde. Ils disent que maintenant Ivy va voyager pour trouver quelque chose de nouveau. Elle dit oui. Et pendant ce temps, l'un d'eux chouchoutait Sora, lui disant qu'il lui manquerait beaucoup. À la fin, en l'honneur du départ d'Ivy, tout le monde décide de boire beaucoup. Cette nuit-là, tout le monde partage quelques moments de bonheur. Et Ivy peut ressentir un bon moment chaleureux et heureux. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble pour dire au revoir à Ivy. Et elle dit qu'elle est prête à partir. Latrua demande si elle n'oublie rien. Mais elle en rend déjà plus cassée. Ivy tourbillonne en le remerciant pour les sacs magiques, en disant qu'il est très facile de transporter ses bagages avec eux. Tout le monde vous souhaite bonne chance dans votre voyage. Et le capitaine dit à Ivy qu'il a fait des recherches sur Sora. Il dit que Sora est un slim faible. Et il ne peut être apprivoisé que par elle car elle n'a pas d'étoile. Sinon, son mana serait plus dense. Et quand elle a essayé d'injecter son mana en lui, Sora aurait été complètement détruit. À ce moment-là, quelque chose parle dans son esprit. Alors, elle ouvre son sac et arrive à la conclusion qu'elle est venue dans ce monde uniquement pour rencontrer Sora. Et Sora n'existe dans ce monde que pour te rencontrer. Elle se prépare à partir pour de bon. Et tout le monde lui dit de se sentir libre de revenir à tout moment. Ivy sourit alors et dit au revoir. Et il la regarde s'éloigner. Et si elle apparaît de nulle part, laissant tout le monde choqué. C'est à ce moment-là que l'une d'elles commente qu'elle n'a pas d'étoile. Mais elle a apprivoisé un monstre encore plus fort. Alors, elle continue avec Ciel qui la chouchoute. Et Sora apparaît également très heureux. Et ainsi, elle continue joyeusement son voyage.